Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Saladin Parnasse est aux portes de l'exploit ce week-end puisqu'il va tenter de prendre une troisième ceinture chez les welterweight seulement 4 mois après avoir défendu sa ceinture featherweight 2 divisions plus bas face à l'invaincu Adrian Bartosinski. Avec moi, Aldric. Aldric, comment vas-tu? Bonjour à tous, salut Chris, ça va très bien et toi? Ça va super bien, je suis très content de pouvoir faire ce podcast avec toi. Avant de le lancer, toujours notre petit rappel, le sponsor du podcast, Golden CBD, la meilleure marque de CBD bio en France. Notre lien en description vous offre 30% sur toute la gamme. Le lien en description plus le code promo FIGHT. Alors, avant de nous lancer, je t'ai entendu, tu étais au téléphone juste avant de commencer le podcast. Il y a Axel Sola et Virgil Hogan qui sont en train de perdre le poids. Un petit mot sur leur préparation et leurs grosses échéances qui arrivent, puisqu'ils combattent tous les deux pour une ceinture à l'ARES après-demain. Demain par rapport à la sortie du podcast. Ouais, c'est ça. Écoute, c'est un camp comme on les aime, c'est-à-dire que pas de blessure qui est venu handicaper le camp. On a développé les axes de travail qu'on voulait développer. Ils seront à 100% vendredi soir. Et maintenant, j'ai envie de te dire, les devoirs sont faits. Il n'y a plus qu'à avoir la feuille d'interrogation et répondre aux questions. Mais en tout cas, force à leur adversaire parce que eux sont prêts et on a travaillé exactement ce qu'on voulait travailler pendant ce camp d'entraînement. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à. Le sacré, il n'y a plus qu'à quand on parle de MMA, on aime beaucoup et on a hâte de découvrir ça. On a vu, hein, juste pour finir la parenthèse, on a vu juste avant le podcast que tes deux gars étaient légèrement favoris. T'es donné légèrement favoris. On sait jamais d'où sortent les codes de Paris sur les cartes ARES, mais voilà, ça montre un peu de respect quand même pour tes deux gars parce qu'ils ont une sacrée opposition. C'est des sacrés challenges qu'il y a en phase 2 et quiconque gagne, quiconque seront les deux gagnants de ces deux combats, ça montrera quand même un beau présage pour l'avenir. Donc, Ouais, au nom de oui, Two Fight Minds, le meilleur à toi et à tes gars. merci beaucoup. Puis comme tu l'as dit, la meilleure façon de respecter ces deux formidables adversaires qu'on a en face, que ce soit Tourpal ou que ce soit Enrique, c'était de se préparer à 100%. Donc voilà, on a la façon dont ils se sont préparés, l'intensité qu'ils ont mis dans leur, ils ont débranché leur vie pendant 3 mois pour se préparer. Et voilà, ça veut juste dire qu'on avait profondément du respect pour ces deux adversaires d'excellente qualité. J'aime beaucoup quand les gens s'expriment comme ça. La meilleure manière de respecter un adversaire, c'est de venir le mieux préparé pour le battre. C'est une bonne façon de le placer. Ok, bah, faisons la transition maintenant. On ferme la parenthèse, on revient sur Saladin Parnasse qui lui aussi est très bien préparé. Je vais donner un tout petit peu de contexte sur le combat comme je le fais d'habitude. Donc on connaît tous Saladin Parnasse, 18 victoires, une défaite. Il est déjà à 10 victoires, une défaite au KSW. 3 par KO, 7 par soumission et 8 à la décision. Ça montre un côté assez complet chez lui. Champion featherweight, champion lightweight et à la recherche de la ceinture welterweight. Donc juste pour donner un peu plus de précision, featherweight c'est 65 kg, welterweight c'est 77-77 kg. Donc il y a une énorme différence déjà sur la balance. Mais alors en plus de ça, quand tu rencontres un gars comme Bartos, entre la pesée et le jour de combat, je pense qu'il prend aisément plus de 10 kilos, voire 12, peut-être même encore plus. Et Bartos, il est invaincu en 14 combats, dont 7 au KSW. Ce sera sa première défense pour le Polonais, aux 11 victoires par KO. Et les deux seules victoires par décision, ce sont ses deux premiers combats professionnels. Donc en gros, il finalise tous ses adversaires, à part les deux premiers qu'il a rencontrés en début de carrière. C'est une stat assez lourde, c'est donc un gros challenge. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose au contexte du combat? Non, en plus, sans faire exprès, tu as fait une transition d'actualité en parlant de Virgile et Axel, mais en fait, c'est exactement comme si Virgile combattait contre Axel. Voilà, il y a deux catégories d'écart. Je pense que Saladin, alors ça, c'est de la simple spéculation. J'aime beaucoup Hatch, avec qui je suis même copain, mais j'ai pas d'inside du camp de Saladin. Mais par simple spéculation, je pense qu'on trouvera un Saladin aux alentours des 80 kilos le jour du combat. Et je pense que, comme un Kevin Jousset, comme un gros welter, je pense que son adversaire sera aux alentours des 88-89. Donc il y a un gap de poids important.
Qu'est-ce que je veux rajouter? Si tu sais que pareil, que ce soit en boxe ou en MMA, moi j'aime bien m'intéresser au global de la carrière de Bartolowski. En amateur, il y a du armbar, il y a de la guillotine. En pro, il y a de l'étranglement, il y a des clés de jambes, il a des systèmes de leg lock très très intéressants. Il frappe fort. C'est pas un fin technicien en chain wrestling, mais il a un bon timing. Et c'est un frigidaire en termes de gabarit. Euh, c'est un problème. Franchement, je reparle de Hatch 2 secondes parce que je trouve qu'on ne le met pas assez dans l'équation. Souvent, j'entends oui, mais Hatch n'a qu'un rôle de management. Mais non, non, non. Hatch n'est pas fou. Ça fait 20 ans qu'il est dans le game. S'il prend ce combat, c'est qu'il pense, il sait même, il est persuadé que Saladin a les armes. Et nous, de l'extérieur, moi, je demande à voir. C'est un gros challenge. Il y a beaucoup d'interrogations sur ce combat. Est-ce que Saladin va garder son extraordinaire jab et il va pouvoir faire reculer son adversaire compte tenu de la différence de poids? Est-ce qu'il va pouvoir mixer comme il le fait exceptionnellement bien? Est-ce qu'il va être gêné par le timing de Bartolowski, qui n'est pas un technicien, mais qui shoot au bon moment, qui contre au bon moment? Il a de l'expérience. Comme tu l'as dit, il est invaincu. Au sol, ça gratte, donc tu peux pas faire n'importe quoi sur les amener au sol. C'est un challenge extrêmement intéressant qui me hype beaucoup et j'ai hâte d'être un samedi soir. J'espère être un garçon heureux vendredi soir pour pouvoir regarder ça de façon passionnée samedi. Bah écoute, on va justement commencer par les pronostats, hein, parce que tu dis que c'est un gros challenge pour Saladin, et c'est le cas. C'est la toute première fois de sa carrière au KSW où il sera underdog, alors qu'il a quand même pris des gros noms, il a quand même pris euh, allez, des gros noms alors que lui était encore jeune, et il a toujours été au moins un léger favori. Ici, pour la toute première fois, officiellement, il est underdog, il est à 2,5, Bartos est à 1,5. On est donc sur un 60-40 à l'avantage de Bartos. Moi, je trouve que c'est intéressant parce que j'ai beaucoup de mal à imaginer d'autres combats entre un featherweight initial qui rencontre un welterweight de haut niveau, pour lequel le featherweight, on lui donnerait quand même 40% de chances de gagner. C'est pas peu. Donc il y a du respect envers Saladin, mais il est underdog et je trouve ça aussi normal parce que voilà, en 4 mois, c'est surtout ça en fait. C'est pas que son dernier combat au mois d'août c'était en lightweight et il a eu 4 mois pour passer de lightweight à welterweight. Il a eu 4 mois entre son combat featherweight et un combat chez les welterweight. Ça fait presque penser à McGregor contre Ned Diaz 1 en soi. C'est très court. On lui donne quand même 40% parce que techniquement, on le voit au-dessus de Adrian, j'imagine. Même si, comme tu l'as dit, Bartos, il est bon partout, hein. Il est bon partout. Toi, qu'est-ce que tu penses de ces pronostats? Tu t'alignes sur un 60-40 pour le Polonais? Ben, moi, précisons que c'est un 5 rounds en plus. Euh, je pense que ça a quand même son importance, ça, ces 5 rounds. Moi, si c'est pas Stéphane Chauffaudrier qui signe ce combat, je dis que c'est un guépier. Je vais être très honnête avec les gens qui nous écoutent. Euh, Maintenant, je vois un monde où Saladin peut s'imposer. Mais effectivement, moi, je pense que le 60-40 est justifié compte tenu de l'immense gap physique qu'il y a entre les deux. Maintenant, on sait que dans le camp de Saladin Parnasse, il y a des 77. Je pense notamment, je sais qu'il y a Baki qui a fait le sparring, il y a Cédric Doumbé. Donc, ils ont dû euh, s'atteler à ça, le mettre contre des mecs qui font 87, 88 kilos, se rendre compte qu'il y avait un chemin pour la victoire. Mais je pense que le premier round, voire les 2 premiers rounds, vont être extrêmement compliqués. Ouais, 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 c'est exactement ça. Et c'est peut-être d'ailleurs pour ça que les cotes sont assez serrées. C'est parce que Saladin Parnasse, sur les 4-5 dernières années, il a eu que des combats prévus en 5 rounds, peut-être à l'une exception contre Pejic, qui n'était pas un combat pour la ceinture. Mais voilà, on connaît la grande force de Saladin au-delà de sa vitesse, c'est son cardio. On espère évidemment que son cardio se traduira très bien chez les welterweight, mais c'est vrai que le 5 rounds donne un certain avantage à Saladin Parnasse, surtout s'il arrive à survivre et à passer les 2 premiers. Est-ce qu'on établirait les forces et faiblesses, à commencer par celui que les gens connaissent moins bien, ceux qui nous écoutent évidemment, j'ose imaginer qu'ils connaissent moins bien Adrian Bartosinski
que Saladin Parnasse. Donc, comment est-ce que tu décrirais le Polonais, si ce n'est le fait que c'est un gros welterweight? On a déjà beaucoup insisté dessus. Tu as déjà établi un tout petit peu son profil, mais rentrons peut-être un peu plus dans le détail. Alors écoute, il y a un truc que tu as dit qui est très important, et je reviens dessus en préambule, en introduction, c'est qu'il finit ses combats relativement rapidement. Et effectivement, quand on va parler après de game plan, ça a toute son importance. Après, comment je le trouve C'est pas quelqu'un de très beau à voir parce qu'il est extrêmement musclé. Il a un dos extrêmement solide. Et du coup, c'est vrai que la gestuelle, elle fait peut-être un peu moins féline, entre guillemets, technique qu'un Saladin Parnasse ou d'autres strikers de très haut niveau. Masse musculaire, ceinture scapulaire. Je vais pas parler comme mon ami Clément Marcoux, mais physiquement, c'est un taureau. C'est un taureau qui doit faire, je crois, 1m82 ou 1m83, solide, qui est capable. Pour moi, ce qui le rend dangereux debout, c'est pas ses kicks, c'est son timing et ses contre-délayés. Il a un bon coup d'œil malgré tout et il a un bon timing, que ce soit pour contrer en crochet ou pour ce soit pour shooter dans les jambes. Ce mec lit correctement le MMA. C'est pas un simple mec. Souvent, on va faire des caricatures qui me dérangent avec les gens du KSW. On dit ouais, ils sont tous stéroïdés. Il a une musculature très imposante. Maintenant, on sait qu'il y a des gens qui sont pas dopés à l'UFC et qui arrivent à reproduire la même. Donc, ne faisons pas d'accusations fallacieuses, mais c'est un costaud. Il est musclé, mais il a un sens du timing et du jeu qui est vraiment développé. Crochet du gauche, shoot dans les jambes, il attaque en autobus avec la tête à l'extérieur. Il le fait avec un timing très bon. Effectivement, si tu scrolls, j'ai pas vu un chain wrestling très développé. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre dans sa combat pour la ceinture, il se fait toucher très très sévèrement au deuxième round. Et là, malgré tout, c'est pas la panique. On tente, on tombe par terre, on essaie de recomposer. Le premier leg lock ne marche pas. On attend, on recompose, on repart en leg lock, on finalise en clé de genou. Donc ce mec s'entraîne dur, il s'affole pas. Son expérience de 14 combats professionnels est largement suffisante pour qu'il puisse garder la tête froide, même quand il se fait toucher durement. Seule interrogation, effectivement, et comme tu l'as dit très bien, on ne sait pas si cette masse musculaire va lui amener de la durabilité à partir du troisième, voire des championship rounds qui sont le quatrième et le cinquième. Je pense que tu as fait une description parfaite. Et puis, pour revenir sur les. Voilà, il faut pas faire de fausses accusations quand on voit des gens musclés. Pour preuve, bah, j'ai la même musculature que lui et je suis pas dopé, tu vois. Donc, comme quoi, c'est possible. Ok. Après cette superbe blague, je suis pas du tout vexé que tu aies rigolé à ça. Euh, Parlons un peu de Saladin très rapidement. Donc, on avait déjà fait une analyse, évidemment, ou voire plusieurs hein, sur la chaîne. Donc, pour faire un petit résumé, excellent gaucher, il sait comment travailler en garde ouverte. Sa vitesse et son cardio sont les deux éléments clés et phares de son jeu. Il est capable de fatiguer ses adversaires et c'est à ce moment-là que lui est encore capable d'accélérer. C'est absolument spectaculaire. Je pense que c'est très compliqué pour un adversaire de se dire ouais, il met tellement d'intensité, tellement de volume, il va fatiguer comme moi. Et en fait, au moment où toi tu fatigues, lui il accélère et ça paraît inhumain. C'est très beau à voir. Je le considère comme étant complet. Hein. On le voit généralement comme un striker d'abord, mais je trouve qu'il a une bonne lutte. Il a un bon jeu au sol, à la fois innovant et efficace. Il contrôle très bien le rythme. Il sait accélérer, décélérer quand il faut et à sa guise. Dans les points négatifs, c'était sa stabilité qui fait de temps en temps un tout petit peu peur. On le voit de temps en temps engagé, mal ancrer ses pieds, un peu perdre son équilibre sur des changements d'angle. Mais voilà, ça c'est vraiment pour chercher la petite bête. Et, euh, et je crois qu'avec ça, on a bien défini les deux profils. Hein. Ouais, ouais, écoute, D'ailleurs, je moi voulais juste rebondir sur un truc sur Bartos, ouais, parce que tu as utilisé le terme coup d'œil, et je l'avais noté aussi. Je trouve qu'il a une anglaise simple et efficace. C'est pas quelqu'un qui va inventer des trucs, mais alors il a vraiment un bon coup d'œil. Il n'a pas peur des coups. Tu vois, quand quelqu'un va combiner face à lui, il va pas reculer, désengagé, il va pas faire une gestuelle drastique. Tu vois, il va être économe, il va oser rester dans la boîte, il va garder les yeux rivés sur sa cible, et il y a un KO qu'il a mis au KSW, je ne sais plus contre qui, sur un très bel uppercut dans la boîte. Donc il est vraiment capable de se dire, ok, je vois les coups venir et je vais frapper. Et comme tu l'as dit, il a les frappes lourdes. Son petit défaut en pied-point, c'est sa précision. Il a les frappes lourdes et ça le sauve.
mais de temps en temps, tu sens que ça manque légèrement de précision sur ses frappes. Et face à quelqu'un qui bouge aussi vite que Saladin, il risque de beaucoup chasser dans le vent quand il attaque en anglaise. Est-ce que toi, tu as quelque chose à ajouter sur Saladin après mon détour sur Bartos? Non, rien à rajouter. Très complet. Tu as tout dit et tu as surtout commencé à déborder sur le game plan parce que c'est exactement ce que j'avais noté, tu vois, frapper dans frappe. Donc je te laisse faire la transition du game plan et on enchaîne parce que vraiment, je vois le chemin de la victoire beaucoup là-dessus, sur faire frapper dans le vide et fatiguer, ouais. Eh ben, merci de me laisser faire la transition. Transition. Parlons des game Euh, plans. oui, pourquoi je dis ça? Parce que Saladin, on sait qu'il va être en déficit de puissance. Je pense que le corps à corps est à éviter au départ parce que on spécule, hein, mais allez, 10, 8 kilos d'écart le jour du combat, c'est quelque chose qui me semble pas dingue. C'est-à-dire que je pense vraiment que c'est pas déconnant et que c'est ce qui va y avoir, c'est ce qui va y avoir au jour J, au moment de l'affrontement. Donc, pour que ces kilos-là n'usent pas prématurément les épaules, la force et la puissance de Saladin et son cardio en règle générale, il faut essayer de le feinter, de le faire déclencher dans le vide et de pouvoir marquer des points avec son jab. En tout cas, c'est ce que je vois en début de combat. Euh, Dans l'analyse, tu l'as très bien dit, Saladin, il sait tout faire. Donc, il y a des gens extrêmement compétents. Est-ce qu'ils vont capitaliser sur les low kicks, les calf kicks pour essayer de casser un petit peu la base et le timing de Bartolozinski? C'est un game plan qui me paraît viable, désengagé, feinté, laisser de la distance en restant en kick in range et en travaillant pour saper les bases solides. Il a des cuisses, mais vraiment énormes. Bartolozinski, il a une musculature. Des fois, quand tu vois un combattant qui est très musclé, ça se limite quand même souvent au haut du corps. Là, non. Qu'on soit bien d'accord, c'est un Walter qui est pas très très grand. Quand je dis pas très très grand, on sait que tu as des Walters qui sont à plus d'un mètre 85, voire 1m88. Là, non, on est sur un mec qui fait 1m82, qui est très très musclé, mais c'est une musculature qui est répartie de façon parfaitement homogène. Il a des cuisses énormes aussi, donc une base solide. Alors, il y a, je pense, un chemin sur le fatiguer, lui faire passer des rounds, le faire frapper dans le vide et travailler en zone basse, en calf ou en intérieur, de façon à casser ses appuis, à pouvoir le rendre, casser son timing et rendre ses actions moins dans le flow, moins dans le timing. Et il y a un chemin de la victoire que je vois comme ça. De toute façon, une chose est sûre, vu le nombre de KO et vu la différence de gabarit, il va falloir être prudent, notamment dans les 7-8 premières minutes, à mon avis, du fight. Bah ouais, je pense qu'il faut suivre cette logique tout simplement. Saladin, on doit partir du principe qu'il a un meilleur cardio, donc peut-être aussi travailler le corps. Les front kicks, les tips, ça peut être utile hein, pour le garder à distance et pour taper un peu dans son cardio, lui couper le souffle sur certains moments. Je pense que ce qui joue à l'avantage de Saladin, on n'en parle pas souvent, mais au KSW, la cage est ronde. Il n'y a pas d'angle. C'est plus facile pour ne pas se faire cadrer. C'est plus difficile de travailler en pression dans la cage du KSW que dans celle de l'UFC, par exemple. Et donc là-dessus, ça peut jouer à son avantage. Hein. Je pense il doit effectivement garder Bartos à distance, beaucoup bouger, chercher à le fatiguer, chercher à l'absorber dans ses déplacements et le punir de temps en temps quand il essaie de rentrer. Et désengager, ce sera vraiment le mot-clé jusqu'au moment où il sent que Bartos fatigue, parce que clairement, si tu es plus puissant que quelqu'un et que tu vas faire un sparring contre quelqu'un de moins puissant que toi, si on te demande de faire 100 pompages et puis de faire ton sparring en grappling, bah, le gars plus léger que toi, moins puissant, ça va s'équilibrer. Donc il doit essayer de créer un déficit d'énergie chez Bartos pour pouvoir se sentir à l'aise dans tous les aspects du combat. Mais tant que ce déficit d'énergie n'est pas fait, il doit absolument le garder debout parce que s'il se fait coller à la cage, s'il se fait amener au sol face à quelqu'un qui est plus lourd, plus puissant que lui et qui est aussi bon que Bartos en grappling, t'as beau être aussi fort que tu veux en grappling défensif, si le mec il fait 10 kilos de plus que toi et qu'il est très fort aussi, bah, tu risques de te faire soumettre. Donc clairement, le mot-clé au début, c'est prudence, distance et chercher à fatiguer. Chercher à fatiguer sans se fatiguer, mais Saladin, comme on le sait, il se fatigue pas. Et là aussi, je pense que c'est intéressant, c'est Saladin ne se fatigue pas parce que généralement, c'est lui qui a la main mise sur le rythme du combat et sur la direction du combat. Si Bartos l'amène au sol
et qu'il ne le finit pas, mais que pendant 8 sur les 10 premières minutes de combat, c'est Salah qui est en dessous, qui est en train de lutter pour essayer de se relever, etc., etc., c'est peut-être même Saladin qui sera plus fatigué que Bartos, et là, ce sera vraiment une très très mauvaise soirée. Du côté de Bartos, quelle serait la stratégie que tu lui recommanderais si tu étais dans son coin? Tu peux évidemment le faire en français. Aujourd'hui, on a ChatGPT si on a besoin de traduire ça en polonais. Écoute, moi, y a 3 minutes extrêmement complètes, extrêmement imagées de la stratégie de Bartos. Il faut regarder le combat contre Daniel Torres. Et quand tu vois ça, arriver à provoquer le brawl. Le brawl, c'est de l'affrontement sur du boxing range, voire de la poche, très près, de façon à travailler avec ses contres en crochet ou shooter dans les jambes pendant qu'il peut le faire. Et effectivement, c'est très vite. À mon avis, il ne faut pas perdre de temps parce que Saladin Parnasse, jab, déplacement, il va se faire fumer très rapidement. Il faut lui rentrer dedans, arriver à provoquer ce brawl. De quelle façon? Il y a être agressif au start down, provoquer peut-être à la pesée de façon à énerver Salah et à laisser un petit peu la place à l'émotion, même si on est à on est à tellement de combats que ça va être très compliqué à faire. Mais voilà, essayer de provoquer un petit peu les momentum qui sont passés contre Torres, profiter de rentrer dans la poche et de l'amener à cette distance de boxing range pour pouvoir combiner ses contres délayés ou sa lutte très bien timée en double leg, en attaque autobus. Là, il y a une voie pour pouvoir user. S'il arrive à lui mettre la main dessus rapidement, que ce soit en cache control ou au sol, il peut le fatiguer parce que là, les 10 kilos, ils se ressentiront beaucoup plus au sol ou en préhension que sur du déplacement et de la boxe. Je suis d'accord. Moi, je pense que le pire format pour Bartos, ce serait d'avoir un combat calculé et mesuré contre Saladin. Si c'est un combat mesuré, bah, Saladin va le pick apart, comme on dit en anglais, hein. Il va travailler de l'extérieur, il va le toucher, il va sortir, il va le toucher, il va le sortir. Il va pas combiner au risque de se faire contrer ou coller. Donc Bartos, il doit vraiment créer cette dynamique un peu plus chaotique que d'habitude pour Saladin, pour pouvoir justement chercher à coller, venir chercher le clinch. Il peut shooter dans les jambes sans avoir l'objectif de mettre directement au sol. Il peut shooter dans les jambes pour venir le coller à la cage, le fatiguer au clinch à la cage et puis commencer à l'amener au sol. Et le but, évidemment, c'est de chercher à fatiguer Saladin avec son propre poids. Euh, et je pense que là, il aura peut-être une carte à jouer, que ce soit sur un finish dans les 2 premiers rounds ou même sur une décision, parce que s'il arrive à fatiguer Saladin au même tarif que lui ne se fatigue, ben, il a peut-être un chemin vers la victoire aussi à la décision. Et alors ici, on va peut-être faire un... J'ai te posé une question, mais je connais déjà plus ou moins la réponse. Quand tu es plus lourd qu'un gars, qu'est-ce qui t'ennuie en grappling? Tu vois, tu es plus lourd, tu es plus fort. Qu'est-ce qui peut t'ennuyer dans une. Voilà, si tu fais un sparring à thème au boxing squad et que malheureusement, tu as un gars qui est à 85 kilos qui doit rencontrer un gars qui est à peine à 70 kilos, qu'est-ce que le gars de 70 kilos peut faire en grappling à niveau quasi égal? Bah, je pense que la clé, si jamais il se fait projeter, c'est d'être polyvalent, c'est-à-dire d'essayer de renverser, d'essayer de scrambler, de mettre beaucoup de mouvements, de pousser sur la tête, d'empêcher les ancrages, de gâcher les positions et de capitaliser sur les frappes. C'est-à-dire que si, dès qu'il va y avoir des tentatives de frappe qui vont créer de l'espace, il faut scrambler, il faut essayer de mettre le mouvement. Parce que sur des séquences de scramble de 6, 7, 8 secondes, comme ça peut arriver, je me mets debout, il me prend le dos, je roule, un peu à la Cory Sandhagen, ben, le constat, c'est que la masse musculaire le plus important va augmenter ses pulsations de façon nettement significative. Et on sait que Saladin, pour ça, il a la caisse. Donc même si le pire se produit, il prend un takedown, je pense qu'il faut vraiment pas avoir peur de se mettre à quatre pattes, de rouler et de faire des game plans un petit peu à la Cory, de façon à ce que pour ancrer ses positions, il y a une dépense énergétique de Bartolozinski équivalente, voire supérieure à celle de Saladin pour se relever. Bah, je suis amplement d'accord. Moi, j'avais noté vraiment, c'est rester dans un scramble. Donc, s'il y a s'il y a une amenée au sol, ça veut dire qu'il y a un mouvement et il faut continuer ce mouvement jusqu'à pouvoir sortir de la position. Parce que la pire chose à faire, c'est intellectuellement se dire bah, je vais pas dépenser d'énergie sur la lutte, je vais dépenser de l'énergie une fois que la position est prise au sol pour créer un scramble. Une fois que tu as un gars qui est plus lourd, plus fort que toi, qui a une position stable au sol sur laquelle il laisse pas d'espace, ça va être difficile de sortir. Par contre, tu as une vraie porte de sortie tant qu'il y a du mouvement, parce que pour quelqu'un de plus
lourd, de plus puissant, en général, tu es moins rapide, moins agile. Et donc, tant que le gars bouge, c'est difficile de venir bien contrôler les hanches, bien contrôler le bras, venir le coller. Tant que ça bouge, ben, c'est là où il y a une porte de sortie. Et c'est très frustrant pour quelqu'un de plus lourd de faire face à quelqu'un de plus léger qui ne fait que bouger. Euh, En tout cas, c'est de mon expérience de ceinture blanche, c'est vrai, c'est vraiment ça. Ok, passons aux pronostics et aux préférences. Est-ce que tu te, voilà, est-ce que l'espoir que tu as de voir Saladin triple champ te donne envie de pronostiquer Saladin? Mais alors, je redis ce que j'ai dit en début de podcast. Moi, de l'extérieur, je vois le maxi guépier. Cela étant, vu les perspectives, parce que Saladin Parnasse, c'est un champion ultra dominant. Il y a eu un petit accro contre Torres, il a rectifié ça de façon magistrale. Il domine deux catégories du KSW. Il est en train de rouler sur tout le roadster. Donc, autant dire que quand tu vas t'asseoir à la table des négociations, tu as plus qu'un carré d'as. Donc, si ils se sont laissés embarquer dans cette perspective, c'est que elle les intéresse et qu'ils ont déjà travaillé pendant leur camp euh, contre des adversaires avec un gap de poids extrêmement important. Donc, connaissant Stéphane Chevaudrier, connaissant le staff de la Hatch, j'ai envie d'y croire aussi. Maintenant, je vais juste. Alors, d'habitude, on met du contexte en début de podcast. Là, je mets du contexte en fin de podcast, mais j'avoue, il y a certainement une raison, mais à part le truc de faire un truc complètement historique que personne n'a jamais fait, je j'ai du mal à comprendre la suite. C'est-à-dire qu'après, tu te repositionnes comment? On sait que l'UFC, on sait que les grosses ligues, ils aiment bien avoir quelqu'un de régulier qui a fait au moins 2 ou 3 combats euh, dans une catégorie de poids, de façon à avoir des perspectives sur la suite. Là, très honnêtement, je sais pas. Eux, ils savent où ils veulent aller. C'est juste moi qui l'ai pas encore très bien compris. Est-ce que c'est le dernier combat et ils se disent bah voilà, on fait une dinguerie. Il l'a déjà, il peut le faire. À l'entraînement, il a sparé qu'avec des mecs de 85 locks et on fait ça pour laisser notre empreinte. Et puis on s'en va derrière ça du KSW. Honnêtement, la suite, je la connais pas, mais je m'interroge plus sur le. C'est un truc de dingue qui fait parce que il y a tellement de combats avec des 66 que moi j'aurais aimé voir de Saladin Parnasse que en fait là ils vont chercher un truc tellement fou que j'ai envie de regarder. Là, je paye pour voir si. Je sais qu'il y aura un très grand commentateur sur RMC. Comme je suis abonné, j'aurai pas besoin de payer. Mais moi, je paye pour voir ce truc-là tous les jours que Dieu fait parce que je suis intrigué. Après, pourquoi en fait c'est la question. Est-ce que c'est pour. Allez, c'est le combat d'adieu au KS, on passe à autre chose et on aura la suite de la carrière de Saladin par la suite. Je m'interroge juste sur le pourquoi en fait. Moi, je pense que il faut pas chercher trop loin. Moi, je pense que le pourquoi, c'est parce qu'ils croient en leur capacité à gagner ce combat. Et du coup, ça marque l'histoire, hein. Clairement, on n'a jamais eu de triple champ dans une promotion, hein. Je dis peut-être une bêtise, peut-être que dans une minuscule promotion, c'est déjà Oui, arrivé. Mais en tout cas, dans une promotion un peu majeure, c'est jamais arrivé. Donc, ça marquerait l'histoire et ça ferait parler outre les frontières de l'Europe, ce qui est un gros argument évidemment pour peut-être négocier la prime que Saladin attend en cas de signature à l'UFC. Mais c'est clair, je te rejoins. En cas de victoire, la chose la folie, elle est faite. Et là, il faudra par contre se reconcentrer sur défendre ces deux titres en lightweight et en featherweight. Et je pense que ce combat en welterweight ne doit être qu'un one-shot, parce que sinon, ce sera aussi simple que ça. S'il veut en plus défendre en welterweight, il va devoir lâcher celle des featherweight. Tu peux pas défendre les trois titres. Ça, c'est physiquement impossible, c'est même mauvais pour ta santé. Donc, bon, après, je dis c'est mauvais pour ta santé, le MMA est mauvais pour ta santé, évidemment, mais voilà, tu vois ce que je veux dire, ça rajoute une couche à tout ça. Donc voilà, je pense qu'ici, c'est pour l'exploit et qu'après, il va se reconcentrer sur les deux divisions dans lesquelles il a le corps vraiment fait pour la performance, c'est-à-dire feather et lightweight. Maintenant, moi, en termes de pronostic, je t'avoue que j'ai envie d'y croire. J'ai vraiment envie de croire qu'il est capable de prendre 3, 4, 5 sans se faire fatiguer dans les deux premiers. Je vais avoir très très peur en regardant les deux premiers rounds, qu'il se fasse finaliser ou qu'il se fatigue au même titre que Bartos et que du coup il soit pas capable de relancer la machine à partir du troisième. Mais je, ouais, je peux le voir remporter ce combat 48-47. Et j'espère que ce sera ça. Et tu sais quoi, je vais me positionner sur ce pronostic.
Ouais, alors bien évidemment, si tu me demandes ma préférence, ça se discute même pas. Moi, j'aimerais même qu'il le finisse au premier round pour qu'il fasse un truc légendaire. J'espère pour le KSW que s'il fait un truc, une dinguerie pareille, il s'en va pas parce que t'imagines, il laisse les 3 KT vides, sans champion et il se tire. C'est quand même une pure folie. Après, il y a des précédents. On a vu que Abdul, bon, il était malade, Abdul Abdouragimov, mais on a vu que ça a été très difficile quand il est monté chercher la ceinture d'IRS à 84. Il a fallu un miracle. Il était complètement dominé. Je reviens sur les explications de Clément. Il a combattu malade, mais on voyait quand même que malgré la maladie, il y avait un gap de puissance important qui faisait que. Après, Abdul, c'est un combattant de préhension. Saladin, il a d'autres flèches à son arc qui peuvent effectivement lui permettre d'avoir un chemin, je pense, moins périlleux pour la victoire. Mais Mhm. vraiment, alors ma préférence, 1 million de pourcents Saladin qui finit ce mec-là au premier round, même si il a l'air sympa en plus sur la vidéo du film de RMZ. Tu peux pas lui souhaiter du mal, mais bon, il prend un Français, donc sympa ou pas sympa, qui perd au premier round, c'est ma préférence. Maintenant, ouais, ben, moi, je vais regarder ça attentivement. Je suis ultra hypé par le challenge, en fait. Tu me. Moi, je le vois, j'ai des gars que j'entraîne tous les jours. Et quand il y a un gap de 10 kilos, quand il y a 2 catégories d'écart, malgré le talent, c'est dur. C'est un challenge Mhm. exceptionnel, phénoménal et ultra intrigant. Et je veux voir. Je veux voir. J'arrive même pas à me prononcer, en fait. En dehors de ma préférence, j'ai du mal à faire un prono. Mais je vais quand même faire un prono un peu bateau. Moi, je vois pas du tout ce combat se terminer à la décision. Je pense que s'il y a un KO dans le premier round, ce sera notre ami polonais. Mais Saladin, je pense que s'il le fatigue, c'est lui qui le met KO en deuxième partie de combat. Mhm. Ouais, ça me semble être totalement possible. Le chaos et la soumission pour Bartos, elle est vraiment fort plausible dans les deux premiers rounds. Le finish de Saladin, on le voit possible à tous les rounds, mais principalement sur le 3-4-5, peut-être Ouais, c'est ça. plus le 4-5 même. Maintenant, voilà, si Bartos est surprenant et qu'il est capable de tenir 25 minutes de combat, euh, ça peut s'avérer compliqué pour Saladin. Donc le pronostic le plus classique, ce serait de se positionner du côté du Polonais, évidemment, et ça s'aligne évidemment avec les codes de Paris, et ça paraît logique aussi. Et je t'avoue que j'aurais eu encore plus confiance en Saladin si il y avait eu plus que 4 mois de préparation pour passer de Feather à Welter. Mais voilà, j'ai juste envie d'y croire, et je pense qu'il a les armes pour. Euh, donc on verra. Très hâte de découvrir ça samedi. Aldric, merci pour ton temps, merci pour ta préparation. Merci à Golden CBD pour le sponsoring. À très bientôt. Ciao.